Je passe maintenant à la troisième lecture, qui sera donnée par le professeur Thierry Tavres, qui est pharmacien hospitalier clinicien. Il est chargé de cours à l'Université de Liège, chef du service de pharmacie clinique au CHU de Liège. Après la réalisation d'une thèse de doctorat en technologie pharmaceutique en 2002, rapide passage à l'industrie pharmaceutique, chez Scarban, l'université, et l'obtention d'un 2S en pharmacie hospitalière, il a participé à la création du service hospitalier universitaire de pharmacie clinique au CHU de Liège, qu'il dirige depuis 9 ans. Et parallèlement à cette activité de clinique et de recherche en milieu hospitalier, il est impliqué avec l'Université de Gand dans la recherche et le développement de soins pharmaceutiques en officine ambulatoire. C'est ainsi qu'il a participé à plusieurs études sur l'asthme, la BPCO, les douleurs encéphaliques et la rhinite. Il est membre associé de notre compagnie depuis 2014 et il va nous parler d'actualité dans le traitement de la rhinite allergique, efficacité, accessibilité et coût. Vous avez la main. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, il est difficile de parler de droit des scientifiques, il est aussi difficile de parler après le professeur Boxo. Moi, je vais vous parler donc de quelques actualités dans le domaine de la rhinite allergique. Pour resituer la rhinite allergique, parmi toutes les rhinites, donc on distingue généralement les rhinites infectieuses, les rhinites allergiques, et puis une série d'autres rhinites, et notamment les rhinites causées par les médicaments. La rhinite allergique, donc, c'est une maladie inflammatoire de la muqueuse nasale qui est caractérisée par divers symptômes qui sont réversibles, des éternuements, de la rhinorrhée, de l'obstruction nasale, souvent accompagnée de prurite au niveau des yeux, du nez, du palais. D'autres symptômes sont également fréquemment rencontrés, de la toux, de l'irritabilité, de la fatigue, un état de malaise général. Tous ces symptômes sont bénins, mais l'impact de ces symptômes sur la qualité de la vie des patients est important puisque les patients atteints de rhinite allergique ont un sommeil perturbé. Pour les plus jeunes, ça peut entraîner des mauvais résultats scolaires. Pour les plus âgés, une diminution de la productivité, une limitation dans les activités quotidiennes et dans la vie sociale. Alors les causes, et ça explique en partie le lien et l'association qu'on fait entre la rhinite allergique et l'asthme, les causes sont une réaction allergique IgE médiée suite à une exposition à un allergène qui peut être extérieur des pollens de graminées d'arbres, des spores de champignons, ou des allergènes intérieurs, principalement les acariens, les squames d'animaux et de nouveau les champignons et moisissures. La prévalence en Europe est d'environ 25% parmi la population adulte. Elle est un peu plus élevée aux États-Unis. Elle est un peu plus élevée également chez les enfants. Évidemment, comme dans toutes les réactions allergiques, on met en cause le mode de vie actuel. Et l'évolution, on va avoir très peu de cas de diagnostic de rhinite allergique chez les enfants de moins de 2 ans. On va avoir un pic qui va apparaître entre 5 et une première manifestation entre 5 et 45 ans avec un pic entre 15 et 24 ans. C'est un petit peu décalé par rapport à l'asthme. On va d'abord voir des phénomènes d'asthme par rapport au phénomène de rhinite allergique. Et puis les symptômes vont diminuer, éventuellement disparaître totalement avec le temps. Il y a évidemment, comme dans les réactions allergiques, des prédispositions génétiques. Donc on va retrouver des familles de patients atteints de rhinite allergique ou de patients asthmatiques. Il y a des principales comorbidités de la rhinite allergique qui sont l'asthme. On estime qu'il y a entre 10 et 40% des patients qui ont une rhinite allergique et qui vont aussi présenter de l'asthme. On parle d'un lien également de facteurs de risque ou de sévérité de l'asthme, donc de la rhinite allergique mal traitée va engendrer une majoration de l'asthme ou parfois même un développement d'asthme chez un patient qui n'était pas asthmatique. Et à l'inverse, donc plus de 80% des patients qui sont asthmatiques présentent de la rhinite allergique. On va observer de la rhinocynosite chronique et de la conjonctivite allergique, puisque plus de 75% des patients avec une rhinite allergique ont aussi une conjonctivite allergique.
Alors la classification de la rhinite allergique a un petit peu changé depuis les recommandations ARIA. On ne parle plus de rhinite allergique saisonnière ou périannuelle, mais plutôt de rhinite allergique qui va être persistante si les symptômes se manifestent plus de 4 jours par semaine pendant plus de 4 semaines, ou de rhinite allergique intermittente, donc si on est en dessous de 4 jours par semaine ou en dessous de 4 semaines. Cette classification correspond plus à l'état incommodant que supporte le patient, puisque donc on va voir s'il est affecté sur des longues périodes ou sur des plus courtes périodes. Et puis on va distinguer une sévérité de la rhinite allergique, et donc les deux conditions se croisent, puisqu'on peut avoir de la rhinite allergique intermittente qui peut être modérée à sévère ou inversement. Légère, ça veut dire qu'il n'y a quasi pas d'impact sur les activités de la vie quotidienne. Sévère, on aura un ou plusieurs items, donc de sommeil perturbé, d'activités perturbées, sociales, scolaires, professionnelles, et des symptômes qui sont considérés par le patient comme gênants. Alors, toujours donc, cette société ARIA, donc, qui s'appelle ARIA pour Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Donc dès le départ, en 1999, on avait vu cette association entre rhinite et asthme, a élaboré donc des recommandations de prise en charge. Elles ont un petit peu évolué entre 2001 et 2008. Et actuellement, donc, la première condition après la pose du diagnostic de rhinite allergique, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de l'asthme sous-jacent qui devrait être traité également. Pourquoi ? Parce que le traitement de la rhinite permet de diminuer certains symptômes de l'asthme qui retarderaient éventuellement le diagnostic. Ensuite, donc, en fonction du type de la classification de la rhinite et de la sévérité des symptômes, on va avoir différentes options de traitement. Parfois, tout est possible sans ordre de préférence, je dirais, pour les cas modérés à sévères, et c'est pour ça que je les ai entourés en rouge. Le choix préférentiel donc, va être l'utilisation de corticostéroïdes par voie intranasale. Quels sont les objectifs du traitement ? C'est également un nouveau concept qui est en train d'apparaître, qui est ce concept de mesure du niveau de contrôle de la rhinite, et qui en fait se fait par analogie à ce qui s'est fait dans l'asthme. Auparavant, on caractérisait une fois pour toutes les patients asthmatiques modérés, sévères, et on leur fixait un traitement. Et puis c'est devenu des traitements qui étaient plus évolutifs en fonction de la réponse et des symptômes du patient asthmatique. Et on retrouve le même concept au niveau de la rhinite allergique. Et donc le but, c'est de pouvoir suivre les symptômes de la rhinite, donc vérifier l'efficacité du traitement sur les symptômes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Est-ce que le patient est soulagé de ses symptômes ? Est-ce qu'il présente des effets indésirables, secondaires ? Est-ce qu'il y a un effet global sur la qualité de vie ? L'effet global du traitement sur la qualité de vie, par exemple. Et ce qui s'utilise très facilement, c'est ces échelles visuelles analogiques. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir le meilleur contrôle de l'asthme possible. Et donc, on va considérer que la rhinite est complètement contrôlée, soit si les patients n'éprouvent plus de symptômes, soit s'ils ne considèrent plus les symptômes comme étant gênants pour leur activité quotidienne. Alors, en 2012, Ellings et ses collègues et certains donc, de ce groupe ARIA ont essayé d'identifier les déterminants qui expliqueraient qu'on n'atteint pas chez tous les patients un contrôle de la rhinite. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Donc des facteurs qui sont associés au diagnostic. Un diagnostic qui serait incorrect ou éventuellement une pathologie secondaire, l'asthme par exemple, qui induit des symptômes de rhinite allergique. Il y a des facteurs qui sont reliés au traitement. On n'a pas choisi le bon traitement, on n'a pas tenu compte
des symptômes particuliers du patient dans le choix du traitement. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais dans la recommandation, mais il est mis que si le patient n'est pas satisfait après la première ligne, on doit regarder quels sont ses symptômes prédominants pour ajuster le traitement en fonction des symptômes persistants. Il y a une série de facteurs qui sont reliés au patient. Et évidemment, en tant que pharmacien, c'est surtout sur cet aspect-là qu'on peut essayer d'avoir une action, qui est d'avoir une utilisation inadéquate des dispositifs d'administration et d'avoir une faible adhérence. Et puis, il reste une série de situations où on n'arrive pas à contrôler la rhinite des patients. C'est ce qu'on appelle les SCOAD, donc les Severe Chronic Upper Airway Disease, parce qu'il y a toute une série de mécanismes qui ne sont pas bien compris, exogènes, endogènes, des facteurs génétiques, et qu'on n'a pas encore les armes thérapeutiques pour les traiter. On commence tout doucement, un peu comme dans l'asthme, à classifier des phénotypes et des endotypes différents, et probablement qu'on arrivera un jour à des recommandations qui seront plus précises en fonction de ces sous-types de rhinite allergique. Et puis on va retrouver dedans aussi des formes un peu mixtes, allergiques, non allergiques, qui sont plus difficiles à traiter. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à une étude donc, qui visait à évaluer l'état d'automédication dans la rhinite persistante en officine ouverte au public. C'était une étude observationnelle qu'on a réalisée entre février et avril 2012. Donc elle se faisait en collaboration entre l'Université de Gand, le service des soins pharmaceutiques de l'université et l'Université de Liège. On a recruté environ 900 patients dans 181 pharmacies. On se sert de nos étudiants en stage officinal en dernière année de pharmacie pour leur demander de recruter donc, des patients. On avait limité ici l'étude à 6 patients par étudiant, ce qui fait qu'on n'est pas allé plus haut que ça. Et donc le point de départ du recrutement des patients, donc c'était des patients qui se présentaient à l'officine pour acheter un médicament OTC pour la rhinite, que ce soit les formes orales ou que ce soit les formes intranasales. Et ensuite, on questionnait le patient sur les symptômes de rhinite persistante, donc définis comme dans l'ARIA, plus de 4 jours par semaine et plus de 4 semaines consécutives. Donc il y a à peu près 8000 patients qui ont été screenés, 2000 qui rentraient dans les critères d'inclusion. Évidemment, dans les officines ouvertes au public, il y a beaucoup de patients qui viennent en passage, qui n'ont pas beaucoup de temps, et donc finalement il y en a beaucoup qui n'avaient pas le temps, qui n'étaient pas intéressés à participer à l'étude, mais on a quand même donc inclus c'est à peu près 900 patients. Alors quels sont les principaux résultats de cette étude? C'est qu'on retrouve plus ou moins 70% des patients qui avaient un diagnostic de rhinite, et donc principalement de la rhinite allergique ou de la rhinosinusite chronique. Par contre, on a également observé qu'il y avait 16% des patients qui avaient un score, alors c'est un score assez facile à appliquer, donc de score for allergic rhinitis, qui avait un score supérieur à 7, mais pour lesquels il n'y avait pas de diagnostic qui avait été posé. 70% des patients utilisaient des sprays décongestionnants. Si on regarde parmi les patients qui avaient un diagnostic, ce chiffre descendait à 60%. Et parmi ces 70%, il y en avait 70% également qui étaient des utilisateurs, des surconsommateurs chroniques, c'est-à-dire qu'ils avaient un usage quotidien de décongestionnants depuis plus d'un an. Malgré que la plupart, 80%, étaient informés qu'on ne devait pas utiliser ces produits de manière continue sur du long temps. Donc à peu près 50% de l'ensemble des patients qui avaient été recrutés étaient des surconsommateurs chroniques de décongestionnement. Il y avait seulement 30% des patients qui étaient sous corticostéroïdes à usage intranasal et 40% si on regarde uniquement le groupe qui avait un diagnostic. Évidemment, dans notre étude, il y a un biais de sélection puisqu'on partait de la délivrance de médicaments, de la délivrance OTC, et qu'à l'époque, au moment de l'étude, les corticostéroïdes intranasaux n'étaient pas encore en délivrance libre. Donc tous les patients qui avaient un diagnostic qui était traités sur prescription par des corticostéroïdes intranasaux et qui étaient satisfaits et bien contrôlés, évidemment, ne rentrent pas dans l'étude.
On n'a pas exploré les raisons pour lesquelles les patients étaient surconsommateurs de sprays décongestionnants, pourquoi il y en a si peu qui avaient effectivement des corticostéroïdes intranasaux, et on n'a pas évalué les facteurs qui étaient liés aux patients, notamment donc l'adhérence et l'administration. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire cette année académique-ci, donc de faire une étude sur le contrôle de la rhinite. On a réussi à inclure dans notre étude maintenant la VUB également, ce qui nous permet d'avoir plus ou moins 220 pharmacies participantes avec plus ou moins un objectif de 10 patients par pharmacie. L'étude s'est déroulée entre novembre 2016 et avril 2017. J'aurais bien aimé présenter quelques résultats préliminaires, mais on est un petit peu juste par rapport à l'analyse des résultats. L'objectif de l'étude ici, c'était d'évaluer donc le niveau de contrôle de la rhinite et puis de mesurer comment les patients utilisent leurs médicaments, quelle est leur observance thérapeutique, est-ce qu'ils ont une technique correcte d'utilisation du spray nasal, pour voir s'il y a un lien entre les deux. Est-ce que les patients qui sont les moins adhérents, qui ont la plus mauvaise technique, sont ceux qui ont un contrôle moins important, pour pouvoir, dans une prochaine phase, alors essayer de mettre en place une étude interventionnelle donc sur le rôle du pharmacien, le rôle de l'éducation thérapeutique dans la rhinite allergique. Et donc, de nouveau, les étudiants devaient évaluer la technique d'utilisation du spray avec une série d'étapes et donc de pouvoir scorer ces différentes étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, au moment où on a commencé à faire le design de l'étude, évidemment, il y a un communiqué de presse qui est venu un petit peu perturber notre étude, qui a perturbé beaucoup de personnes également, vous vous en souvenez peut-être. Donc c'était un communiqué de presse donc, du cabinet donc, de la ministre Maggie Le Bloch, qui parlait donc, de pouvoir enfin mettre des sprays nasaux sûrs et efficaces, plus accessibles pour le patient, avec un effet qui est annoncé au 1er janvier. On parlait de 7 sprays à base de cortisone. En fait, finalement, ce sont 7 spécialités, mais de deux molécules, donc la fluticasone et la mométasone. Donc, ce ne sont pas tous les sprays à base de cortisone, enfin, ou de dérivés corticostéroïdes. Ces sprays n'auraient plus été remboursés par l'INAMI, ce qui allait très certainement influencer le prix. Ici, on voyait évidemment la notion de prix-volume, donc il y avait on pouvait imaginer une augmentation du volume de vente et donc essayer de mettre une pression sur les prix, et ça aurait permis d'économiser 15 millions d'euros en 2007. Le postulat qu'on peut déduire, en tout cas par rapport au titre, c'est que la déviance par rapport aux recommandations, mais principalement un problème d'accessibilité, puisque les patients utilisent aussi peu de corticostéroïdes intranasaux et trop de décongestionnants en usage chronique, c'est que finalement les contraintes administratives d'avoir ces produits sur prescription sont largement supérieures aux contraintes économiques, qui fait que ces médicaments allaient passer donc, de catégorie B vers la catégorie D. Alors ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. On parlait d'un spray qui serait beaucoup plus cher, il ne serait aucun remboursé, ça divisait, on allait mettre en place un double statut. Ça n'a pas été clair, il y avait des messages dans tous les sens. On parlait de produits qui allaient être 9 fois plus chers. Est-ce que ça allait être au 1er janvier, au 1er avril? Quel allait être ce double statut? On a parlé d'un passage de la catégorie B à la catégorie CX. Un ticket modérateur qui serait un tout petit peu plus élevé, donc 9 fois plus cher ou un petit peu plus élevé, ce n'était pas la même chose. Et ça rentrerait dans le maximum à facturer, donc l'impact pour les patients chroniques et les plus défavorisés n'allait pas être si important. Les ORL, évidemment, se sont manifestés aussi. Ils étaient inquiets des conséquences pour les patients. C'était une mauvaise nouvelle. La conséquence immédiate, c'est que les patients se sont rués sur les sprays nasaux. Et il y avait une même mesure pour les antiacides. Ils ont fait des stocks. Ça a coûté 5 millions de plus à la sécurité sociale sur le premier semestre de l'année. Donc, à la place de l'économie des 15 millions, dans un premier temps, on avait plutôt une augmentation des délivrances. Ce qui s'est fait effectivement réellement passer donc, au 1er avril 2017, donc, c'est que ces médicaments-là donc, sont passés de la catégorie B à la catégorie CX.
Et je vais essayer de vous montrer ce que ça représente donc, pour le Flixonase aqua, donc, qui contient 50 microgrammes de fluticasone. Ça, c'est l'évolution du prix public au cours du temps de 2011 à mai 2017. Et ici, vous voyez l'évolution du modérateur. Donc, le flacon qui était disponible sur prescription uniquement coûtait 4 € pour le patient. Le prix est passé à 12 €. On a vu à partir de mai 2017 l'apparition d'un seul produit OTC. Alors, il contient moins de doses, il est moins cher, mais si on rapporte ça au nombre de doses de 150 doses, on est pour ce flacon disponible en délivrance libre à 20 € le flacon. Enfin, 20 € pour les 150 doses. Pour le Nasonex, on observe à peu près la même chose. La différence est moins importante parce qu'il y a une forte pression sur les prix par l'apparition de génériques dans les années 2014-2015. Il y a plusieurs génériques de mométasone et donc le prix public avait fortement diminué. Le psychomodérateur était aux alentours de 2 € et il est passé ici un petit peu en dessous de 6 €. Et donc finalement la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a des contraintes administratives qui sont restées, c'est des médicaments qui sont toujours sur prescription, et par contre on a rajouté des contraintes économiques importantes. Et donc finalement l'économie qui était annoncée pour la sécurité sociale, c'est simplement un transfert de la poche ou de la sécurité sociale, de la santé publique vers les patients. On n'a pas vu d'évolution des prix à la baisse, donc il n'y a pas eu cet effet de mise sur le marché de produits OTC avec une diminution importante des coûts. En novembre 2017, il y avait seulement 2 corticostéroïdes intranasaux qui étaient en délivrance libre, un produit à base de triamcinolone. C'est un produit qui était enregistré depuis très longtemps mais qui n'était pas disponible, qui est maintenant disponible, vous voyez son prix, entièrement à charge du patient, et le Trivine anti-allergie, donc il m'a servi à faire l'extrapolation ici. Pourquoi est-ce que par rapport aux annonces qui ont été faites, il y a si peu de produits qui sont disponibles sur le marché en délivrance libre? C'est parce que la FMPS a mis en place toutes des conditions pour le passage donc, de ces produits qui étaient soumis à prescription en délivrance libre. Et en préparant cette lecture, je me suis rendu compte, et la FMPS y fait référence, qu'il y a une directive européenne donc, qui encadre justement la sécurité. On parlait de risk minimization avec la première lecture. Donc qui encadre ce passage de produits qui étaient avant réservés à la prescription vers des produits en délivrance libre. Quelles sont les principales conditions? C'est que ça ne s'applique uniquement aux formulations qui sont monocomposées. Donc, ça devait être barré ici, ça n'apparaît pas sur la présentation, ou ça ne concerne pas les formes d'hexagène de spray, par exemple, ou sofrazolone. Il faut, et c'est là que ça prend un peu de temps, il faut que la firme introduise une demande de modification donc des résumés des caractéristiques du produit, de la notice, du conditionnement. Il faut qu'on rappelle l'indication thérapeutique et donc elle est limitée ou restreinte. Il y a certaines spécialités qui ont plusieurs indications, notamment le traitement de la polypose, pourrait être disponible sous forme en délivrance libre. Il faut que ce soit limité à la rhinite allergique. On doit spécifier le groupe cible puisqu'il y a des craintes par rapport à l'administration chronique de corticostéroïdes chez les enfants et d'un impact sur le développement et la croissance. On doit rappeler la durée d'utilisation, maximum 14 jours, avis médical si pas d'amélioration après 14 jours, et maximum 3 mois sans avis médical, et mettre en place des recommandations de bon usage. Et il faut qu'il y ait un plan et du matériel de minimisation des risques. Ce matériel, il est clairement à destination des pharmaciens, donc pour rappeler les indications, les publics cibles, la posologie, pour le recommander aux patients donc, de consulter le médecin pour les premiers symptômes. Donc un patient qui se présenterait pour la première fois pour avoir un spray de corticostéroïdes en délivrance libre, on devrait lui recommander de consulter un médecin donc pour exclure de l'asthme ou d'autres affections sous-jacentes. De lui rappeler de consulter si après 7-14 jours il n'y a pas d'amélioration ou il y a une détérioration et s'il y a une utilisation régulière de plus de 3 mois. Rappeler aux patients l'usage régulier, c'est le même principe que dans l'asthme, c'est le traitement chronique régulier qui va faire son efficacité et expliquer aux patients qu'il faut attendre quelques jours, 3-4 minimum, probablement une semaine à 2,
pour avoir une efficacité maximale. Éviter de diriger le spray vers la cloison nasale, ça faisait partie des éléments qu'on mesurait dans notre étude sur la bonne administration de ces produits à usage nasal. Moyen le plus facile, c'est de faire de manière croisée, donc de prendre une main pour faire la main gauche pour faire la narine droite, et puis la main droite pour faire la narine gauche. De limiter la durée d'utilisation et donc de ne pas dépasser la posologie recommandée. Alors ce matériel donc, de minimisation de risque repose beaucoup et replace évidemment le pharmacien dans son rôle d'information au moment de délivrance de médicaments OTC. C'est ce qui ressortait de cette étude qui a été réalisée en Australie, publiée en 2017, qui était une étude observationnelle rétrospective sur 2 ans. C'est plus dans 900 pharmacies, ils ont analysé plus de 4 millions de prescriptions. Ils se rendaient compte, comme nous finalement, qu'il y avait chez eux, c'est plutôt les antihistaminiques oraux qui sont surconsommés, mais très très peu d'utilisation de corticostéroïdes par voie intranasale. Leur conclusion, c'était un surcoût important, beaucoup de multithérapie, alors que peut-être qu'un traitement bien administré de monothérapie par corticostéroïdes aurait pu suivre. Un échec à traduire les recommandations en pratique actuelle, et ils insistaient sur l'implication des pharmaciens. Et c'est ce qu'on retrouve dans le futur des recommandations ARIA, puisqu'ils ont récemment refait le bilan de leur action, donc avec les premières réunions du groupe en 1999 et les premières recommandations en 2001. En 2010, le développement d'un guide de pratique clinique. Et en 2016, ils ont transformé ce guide de pratique clinique en un Integrated Care Pathway, donc un itinéraire clinique intégré pour la prise en charge donc, de l'asthme et de la rhinite, qui se veut un programme multidisciplinaire qui se concentre surtout sur la qualité, la coordination des soins et qui peut être adapté à l'utilisation locale. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans cette Integrated Care Pathway, on replace évidemment le pharmacien en première ligne des patients. Je pense que c'est ce qu'on avait observé dans l'automédication. Très peu de patients ont un diagnostic, n'ont pas de prescription parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie. Je pense que c'est mon cas, je me sens suffisamment en bonne santé que pour ne pas devoir aller voir un médecin pour avoir une prescription. Et donc on se reporte sur des mauvais traitements. Donc la place du pharmacien en première ligne et avec toute une série de conditions pour référer vers le médecin en cas de nécessité. Voilà ce que je voulais dire sur les quelques points d'actualité dans la rhinite allergique et donc je vous remercie pour votre attention. Merci de nous avoir fait percevoir la complexité d'un problème apparemment pas mal. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. J'avais 2 petites questions. Ces animaux qui Certains sont des animaux. qui présentent de la soupe avec une rhinite allergique, est-ce que ce sont ceux qui présentent aussi un asthme? Ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir de la soupe dans la rhinite allergique sans pour autant avoir une atteinte inflammatoire quelconque au niveau des vents plus basses? Peut avoir simplement de la toux et puis qui peut s'expliquer par l'écoulement nasal postérieur. Donc à un moment on a de la rhinorrhée qui vient irriter l'arrière-gorge donc qui provoque cette toux. C'est décrit, c'est bien connu. Oui. Et ma deuxième question concernait la rhinosinusite chronique. Donc les traitements sont parfois groupés, la rhinite allergique et la rhinosinusite chronique. Donc je présume qu'il y a quand même pas mal de rhinosinusite chronique qui sont probablement dues à des rhinites allergiques qui ont progressé ou qui ont été insuffisamment traitées ou que sais-je. Mais il y a aussi d'autres causes. Ou bien c'est la cause majeure? Alors c'est une cause, je ne me suis pas étendu donc, sur la rhinosinusite chronique. Il y a un lien. Donc on sait que les patients atteints de rhinite allergique vont avoir plus facilement, vont avoir une tendance à ce que ça se transforme en rhinosinusite chronique. Mais on retrouve également, et c'est ça que je parlais de syndrome un peu mixte, d'un mélange de composantes allergiques et non allergiques. Et on commence à voir des guidelines de prise en charge plus spécifiques pour la rhinosinusite aussi. Mais je n'ai pas approfondi. Non, mais je vous pose simplement la question parce que chez le chien, on a beaucoup de rhinosinusite chronique, mais
on a très très peu de rhinite allergique, donc c'est toujours lié à probablement une autre cause, je pense. Oui. Et on a moins de polypose qu'en médecine. Ah ben, voilà. Bien, d'autres questions? Oui, je vous en prie. Je vous remercie pour votre brillant exposé, là, qui met un petit peu les choses au point dans un problème, disons, bénin, mais très compliqué. Au fond, Mme Le Bloch a pris la bonne solution en permettant, donc, disons, le livre l'usage des corticoïdes inhalés, qui me semble être le traitement de base dans les rhinites persistantes. Est-ce qu'on a une idée, vous avez parlé évidemment de la limitation en dessous de 18 ans, du danger que pourrait présenter un traitement continu chez les enfants à base de corticoïdes inhalés comme par un hasard? Donc c'est les craintes, et donc c'est pour ça qu'on insiste bien sur la population cible, pour deux raisons. Donc d'abord pour essayer d'avoir un recul suffisant sur la délivrance OTC chez des adultes. Maintenant, la Belgique n'est pas un pays pionnier dans le domaine, mais donc on n'avait pas envie d'étendre directement aux adultes et aux enfants dans un même temps. Et puis donc par rapport à ce risque de retard de croissance. Alors les deux corticostéroïdes, donc fluticasone et mométasone, sont très très peu résorbés, ont peu d'action au niveau systémique. Il y en a d'autres qui ont une activité plus importante, et donc on doit sans doute être un petit peu plus prudent, et c'est sans doute pour ça aussi qu'elle a limité la proposition à ces deux molécules pour commencer. Je pense que pour les enfants, alors on reste dans le trajet classique. Il faut qu'il y ait un diagnostic et une prescription par un ORL, ça me semble important. Est-ce qu'elle a pris une bonne décision? Je pense qu'il y a une discordance entre la réalité de terrain et le message qui était annoncé de rendre ces produits-là plus facilement accessibles. Pour le moment, ce n'est pas le cas, puisqu'il y en a beaucoup qui restent soumis à prescription, mais qui sont devenus beaucoup plus chers. Donc on a gagné sur aucun des deux éléments. Donc je pense que là, pour le moment, on est au milieu du gué, je dirais. Il faut attendre, il faut voir si les firmes sont intéressées à mettre sur le marché des produits moins chers, mais en ayant une part de marché plus importante. Et à ce moment-là, alors probablement qu'on va avoir une compétition et une pression sur les prix, qui va effectivement probablement permettre d'avoir plus de patients traités d'une manière qui correspond plus aux recommandations. Mais pour le moment, je pense qu'il y a eu beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de retard, et on est vraiment au milieu. Pour le moment, je pense que c'est pire. Il y a des patients qui se présentaient dans les pharmacies dès le mois d'avril en venant chercher des produits parce qu'ils avaient entendu qu'ils étaient maintenant disponibles sans prescription. Les pharmaciens ont avancé, ont cru à un moment que ça se régulariserait assez vite, et puis se sont retrouvés avec une situation compliquée. Donc ça n'a pas été... la gestion, en tout cas le passage d'un médicament sur prescription vers un médicament OTC est plus compliqué parce qu'il repose aussi sur une initiative des firmes qui parfois n'est pas prise ou prend du temps. Voilà, je suis obligé d'interrompre ici cette intéressante discussion.